Alors, prêt pour une plongée dans l'univers fascinant de René Descartes, ce philosophe du XVIIe siècle, hein, pas juste un nom dans un livre de cours. Ah non, vraiment pas. Un personnage absolument central, hein, Il a révolutionné notre façon de penser. complètement. Et on ne parle pas que de philo. Mathématiques, physique, optique. Descartes, c'est un touche-à-tout de génie. Mais ce qui est vraiment captivant avec Descartes, c'est sa quête de certitude absolue. Sa volonté de reconstruire le savoir sur des bases solides, hein. Ouais, imaginez un peu le contexte. À l'époque, bon, la plupart des connaissances étaient basées sur la tradition, sur des croyances héritées du Moyen Âge. Oui, tout à fait. Descartes, lui, il voulait un savoir fiable, inattaquable. Exactement, un peu comme un roc au milieu de l'océan. Ah oui, c'est une bonne image. Un roc inébranlable. Et du coup, comment il s'y prend, Descartes, pour construire ce savoir-gare? C'est là qu'intervient sa fameuse méthode du doute. Descartes décide de tout remettre en question. Toutes ces words, faire table was de toutes ces idées préconçues. Attention, pas par scepticisme, D'accord? mais pour construire un édifice solide sur des fondations inébranlables. Donc c'est un scepticisme constructif en fait. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Un doute méthodique, stratégique. D'accord. Il faut d'abord déblayer le terrain, se débarrasser des idées reçues pour pouvoir reconstruire sur du solide. Un peu comme un grand ménage de printemps avant de réaménager tout son appartement. Exactement. C'est la même idée. Ok. Et du coup, concrètement, comment il s'y prend Descartes? Par quoi il commence? Il passe tout au crible du doute. Il se demande, est-ce que je peux être sûr de l'existence du monde extérieur? Est-ce que mes sens me trompent homme? Est-ce qu'il y a un Dieu qui me manipule? Waouh, il n'y va pas de main morte. Non. C'est un doute radical hyperbolique, comme on dit. Mais attention, ce n'est pas un bot en soi, hein. Oui, oui. Le but, c'est de trouver une vérité indubitable, un point de départ solide pour reconstruire le savoir. Et il trouve cette vérité descartophale. Oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au milieu de toutes ces incertitudes, il découvre une chose dont il ne peut pas douter, le fait même qu'il doute. Ah oui. S'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. D'où le fameux « je pense, donc je suis Ah oui, cogito ergo sum. Une phrase qui a marqué l'histoire de la philosophie. ». Mais du coup, si on part du principe qu'on existe en tant qu'être pensant, comment est-ce qu'on peut être sûr que le monde extérieur existe aussi? Comment on fait le lien entre notre pensée et la réalité? Ah, bonne question. C'est l'un des défis que pose la philosophie de Descartes. Pour lui, l'esprit est une substance distincte du corps, une substance pensante, immatérielle. Donc pour Descartes, on a d'un côté l'esprit, le monde des idées, et de l'autre côté, le corps, le monde matériel. C'est ça. Mais comment ces deux mondes communiquent-ils? Comment mon esprit peut-il faire bouger mon corps? C'est le fameux problème de l'interaction entre le corps et l'esprit. Comment expliquer que nos pensées, nos désirs puissent influencer nos actions physiques? Comment une substance immatérielle peut-elle agir sur une substance matérielle? Mystère ici. Descartes avait une explication pour ça. Il pensait que l'interaction se faisait à travers la glande pinéale. La glande pinéale pas. Oui, situé dans le cerveau. Mais bon, cette explication n'a pas vraiment convaincu les générations suivantes de philosophes. Le problème reste entier. On dirait que Descartes nous a laissé plus de questions que de réponses. C'est vrai, mais ce sont des questions qui stimulent la réflexion. Descartes nous force à penser par nous-mêmes, à remettre en question nos certitudes. Et c'est déjà une contribution majeure à la philosophie. Absolument. Et en parlant de remise en question, Descartes n'était pas tendre avec nos sens. Ah non. Il pensait qu'il pouvait nous tromper, qu'il n'était pas une source fiable de connaissances. Oui, tout à fait. Il prend l'exemple de la cire qui fond. Nos sens nous disent que la cire change de forme, de texture, de couleur. Mais notre esprit, lui, comprend que c'est toujours la même cire, malgré les changements apparents. Donc pour Descartes, c'est l'esprit qui nous donne accès à l'essence des choses, à leur nature profonde. Exactement. Pour lui, la connaissance véritable repose sur le raisonnement, sur la clarté et la distinction des idées. C'est pour ça qu'il est considéré comme le père du rationalisme moderne. Le rationalisme, c'est cette idée que la raison est la source principale de la connaissance. Oui, c'est ça. Il faut se méfier des sens, des illusions, des préjugés. C'est par la raison qu'on accède à la vérité. Mais du coup, comment être sûr que notre raison ne nous trompe pas, elle aussi? Ah, c'est là qu'intervient l'idée de Dieu. Dieu sait. Oui, Descartes pensait que Dieu étant parfait et bon, ne nous tromperait pas. Donc, si notre raison est bien conduite, si nos idées sont claires et distinctes, on peut être sûr qu'elles sont vraies. Donc Dieu devient une sorte de garant de la vérité, de la fiabilité de notre raison. Oui, on peut le voir comme ça.
Mais attention, ce n'est pas si simple. Certains critiques ont accusé Descartes de faire un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Oui, il utilise la raison pour prouver l'existence de Dieu, mais il a besoin de Dieu pour garantir la fiabilité de la raison. C'est le fameux cercle cartésien. Ah oui, le cercle cartésien. Ça semble un peu paradoxal. Oui, c'est un point qui a été beaucoup débattu. Mais même si l'argument de Descartes n'est pas parfait, il soulève des questions importantes sur le fondement du savoir, la relation entre la raison et la foi. Tout à fait. Et justement, en parlant de raison, Descartes a aussi proposé une méthode pour bien la conduire, non ski. Oui, absolument. Il l'appelle les règles pour la direction de l'esprit. Les règles pour la direction de l'esprit. Oui, c'est une sorte de guide pratique pour éviter les erreurs de raisonnement et accéder à une connaissance solide. Et quelles sont ces règles sacrées? C'est quoi le mode d'emploi pour bien utiliser sa raison, selon Descartes? Elles sont au nombre de 4. L'évidence, l'analyse, la synthèse et l'énumération. La première, l'évidence, c'est accepter comme vrai uniquement ce qui apparaît clairement et distinctement à l'esprit sans aucun doute possible. La deuxième, l'analyse, c'est diviser les problèmes complexes en éléments plus simples, plus faciles à comprendre. Un peu comme décomposer un plat compliqué en ses ingrédients de base. Exactement. Ensuite, la troisième règle, la synthèse, c'est recomposer les éléments simples, une fois qu'on les a bien analysés, pour reconstruire le problème dans sa globalité. Et enfin, la quatrième règle, l'énumération, c'est faire des vérifications complètes et exhaustives pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc, une méthode rigoureuse et systématique pour éviter les erreurs et progresser vers la vérité. Un peu comme une recette de cuisine pour la pensée. C'est ça. Une recette pour penser clairement et distinctement. Ok. Et Descartes pensait qu'on pouvait appliquer cette méthode à tous les domaines. Oui, tout à fait. Il pensait que cette méthode était universelle, qu'on pouvait l'appliquer à tous les domaines du savoir, des mathématiques à la philosophie, en passant par les sciences de la nature. On voit bien que Descartes était un esprit méthodique et ambitieux. Il voulait vraiment refonder tout le savoir sur des bases solides. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que cette quête de certitude, cette volonté de fonder le savoir sur des bases solides, on la retrouve dans toute son œuvre, que ce soit en philosophie, en mathématiques ou en physique. On sent déjà l'ampleur de l'influence de Descartes. Mais on n'a fait qu'effleurer la surface pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait plonger un peu plus dans sa philosophie morale? Comment concevait-il le bien et le mal? Comment pensait-il qu'on devait vivre? Avec plaisir. Descartes a écrit sur la morale, notamment dans Les Passions de l'âme, un traité fascinant où il explore le rôle des émotions dans notre vie, comment les gérer avec la raison. Les passions de l'âme. Un titre qui donne envie d'en savoir plus haut. Descartes plutôt épicurien ou stoïcien? Plutôt carpe diem ou maîtrise de soi? Eh bien, il est assez proche des stoïciens dans sa vision de la morale. Pour lui, le but de la vie, c'est d'atteindre la sagesse et la tranquillité de l'âme. Et pour ça, il faut apprendre à contrôler nos passions, nos émotions, nos désirs. Donc une morale assez austère, un peu à la Spartita. Pas forcément. Descartes ne rejette pas les passions en bloc. Il pensait qu'elles étaient naturelles, qu'elles faisaient partie de notre nature humaine, mais il insistait sur l'importance de ne pas se laisser dominer par elles. Une sorte de juste milieu. Donc, tobé, ni trop peu. Oui, c'est l'idée. Pour Descartes, il faut apprendre à connaître ses passions, les comprendre, les analyser, pour pouvoir les gérer de manière rationnelle. Et quel est le rôle de la raison dans tout ça? Eh bien, c'est la raison qui nous permet de prendre du recul par rapport à nos passions, de les juger, de les hiérarchiser. C'est elle qui nous guide vers le bien et nous aide à vivre une vie heureuse et vertueuse. On sent l'optimisme cartésien, cette confiance dans la puissance de la raison. Oui, c'est une caractéristique de sa pensée. Pour Descartes, l'homme est un être doué de raison. Et c'est cette raison qui lui permet de se libérer des illusions, des erreurs, des passions aveugles. Bon, on a pas mal parlé de la philosophie de Descartes, mais on n'a pas encore abordé un aspect essentiel de son œuvre, ses contributions scientifiques. C'est ce qu'on va explorer dans la deuxième partie de notre deep dive. J'ai hâte d'y plonger. Moi aussi. À tout de suite. Bon, on a exploré les bases de la pensée de Descartes, la quête de certitude, la méthode du doute. Maintenant, on plonge un peu plus profond. Oui, on s'attaque à la métaphysique. Exactement. La métaphysique. Les grandes questions. Qu'est-ce que la réalité? Dieu existe-t-il? Ah oui, les questions qui donnent le vertige. Exactement. Hmm. Et Descartes, lui, il ne recule pas devant ces questions. Au contraire, Ils fonce tête baissée. il fonce franc. Pour lui, la métaphysique, c'est pas juste de la spéculation intellectuelle, c'est une base essentielle pour comprendre le monde. Asseoir la connaissance sur des fondations solides.
Donc, avant même de se demander comment fonctionne le monde physique, il faut se pencher sur la nature même de la réalité Oui, et sur l'existence de Dieu. absolument. Yeah. C'est comme un architecte, hein. Avant de construire une maison, il vérifie que le terrain est stable, que les fondations sont solides. Ok, je vois l'image. Pour Descartes, ces fondations, ce sont les vérités métaphysiques. Et comment est-ce qu'il s'y prend pour explorer ces questions métaphysiques? Eh bien, il commence par s'attaquer à un gros morceau, l'existence de Dieu. Rien que ça, rien que ça. Et pour ça, il utilise plusieurs arguments, dont le fameux argument ontologique. L'argument ontologique. Oui, l'argument ontologique. Ça fait un peu peur comme nom. Oui, ça peut paraître un peu intimidant. Mais en gros, l'argument ontologique, il dit que l'idée même de Dieu, être parfait et infini, implique son existence. Donc si on peut concevoir l'idée de Dieu, c'est qu'il doit forcément exister. Voilà. Si on conçoit Dieu comme un être parfait, alors il ne peut pas manquer d'exister. Sinon, il ne serait pas parfait. D'accord, c'est un argument subtil. Oui, c'est un argument qui a été beaucoup débattu, critiqué, réinterprété. Mais Descartes ne se contente pas de cet argument. Il propose aussi des arguments basés sur la causalité. La causalité, c'est l'idée que tout est fait à une cause. Voilà. Le fameux principe que toute cause doit avoir au moins autant de réalité que son effet. Donc, si j'ai bien compris, l'idée de Dieu, qui est une idée d'un être parfait et infini, elle ne peut pas venir de nous, qui sommes des êtres imparfaits et finis. Exactement. Elle doit forcément venir d'une cause extérieure, d'un être qui possède au moins autant de perfection que l'idée qu'il produit. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'argument des degrés de réalité. Et pour Descartes, l'existence de Dieu n'est pas une simple hypothèse, c'est une certitude métaphysique. Une certitude qui garantit la fiabilité de notre raison. C'est assez fascinant de voir comment il relie l'existence de Dieu à la fiabilité de la raison. C'est comme si pour lui, la raison humaine, elle ne pouvait pas fonctionner correctement sans un Dieu qui la soutient, qui la garantit. Oui, on peut le voir comme ça. Et une fois qu'il a établi l'existence de Dieu, Descartes peut s'attaquer à la question de la nature de la réalité. Et c'est là que son dualisme corps-esprit prend toute son importance. Ah oui, le fameux dualisme cartésien. On en a déjà peu parlé, mais j'avoue que j'ai encore du mal à saisir toutes ces implications. Oui, c'est un concept clé chez Descartes. Comment il définit l'esprit et la matière? Alors, pour Descartes, l'esprit, c'est une substance pensante non étendue, c'est-à-dire qu'elle n'occupe pas d'espace. La matière, au contraire, c'est une substance étendue, non pensante, donc deux substances radicalement différentes. D'un côté, l'esprit immatériel, le monde des idées, et de l'autre, le corps matériel, le monde physique. Voilà, Une séparation assez nette. c'est la grande séparation cartésienne. Et elle a des conséquences importantes. Si l'esprit est distinct du corps, ça veut dire qu'il peut exister indépendamment du corps, qu'il peut survivre à la mort physique. Donc c'est une porte ouverte à l'idée d'une âme immortelle. On peut le voir comme ça. Certains disciples de Descartes ont interprété son dualisme dans ce sens. Mais Descartes lui-même est plus prudent sur la question de l'immortalité de l'âme. Il affirme simplement que l'esprit est distinct du corps, que la pensée, c'est son essence. Mais du coup, si l'esprit et le corps sont deux substances distinctes, comment expliquer qu'ils interagissent dans la vie de tous les jours? Comment nos pensées, nos émotions peuvent influencer nos actions physiques? C'est le grand mystère du dualisme cartésien. Le grand mystère. Le fameux problème de l'interaction entre le corps et l'esprit. Descartes a bien essayé de trouver une explication. Il a parlé de la glande pinéale comme lieu de rencontre entre l'âme et le corps. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, cette explication n'a pas vraiment convaincu les générations suivantes. Disons que ça manque un peu de Genesoin. Monsieur. Oui, on peut le dire. Le dualisme cartésien a ouvert une boîte de Pandore. Le problème de l'interaction, il reste un sujet de débat parmi les philosophes. Comment réconcilier l'esprit et la matière naissante? Comment expliquer leur influence mutuelle? Descartes n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Alors, est-ce qu'on peut dire que le dualisme cartésien, c'est une impasse? Pas forcément. C'est une théorie qui a ses limites, c'est vrai. Mais elle a aussi le mérite de poser des questions fondamentales sur la nature de l'être humain, sur le rapport entre l'esprit et le corps. Et ces questions, elles continuent de nous interroger aujourd'hui. On voit bien que Descartes nous a laissé un héritage complexe, à la fois fascinant et problématique. Tout à fait. Descartes, c'est un penseur qui nous force à réfléchir, à remettre en question nos idées préconçues. Il nous montre un chemin, mais nous met aussi au défi de le dépasser. Bon, on a bien exploré la métaphysique cartésienne, avec ses certitudes et ses mystères. Mais Descartes, c'était aussi un homme de science. On l'oublie parfois assez. Ah oui, absolument. Et on n'a pas encore parlé de ses contributions dans ce domaine. C'est un aspect essentiel de son œuvre. C'est ce qu'on va découvrir dans la troisième partie de notre Deep Dive. J'ai hâte. Moi aussi.
À tout de suite. Descartes, le philosophe, le mathématicien. Mais il était aussi un scientifique. Ah oui, absolument, et pas des moindres. On a tendance à l'oublier. Oui, c'est vrai. On le voit souvent comme le philosophe du cogito, mais il a aussi fait des contributions majeures en sciences. Alors, justement, parlons-en de ses contributions scientifiques. On a déjà évoqué son rôle dans la naissance de la géométrie analytique. Le repère cartésien, qu'on apprend tous à l'école. Ah oui, le repère cartésien. Neuf que quand le repère cartésien. Une révolution. Une vraie révolution. Ça permet de représenter des figures géométriques par des équations. De faire le lien entre géométrie et algèbre. C'est assez génial quand il pense. Oui, ça ouvre un champ immense de possibilités. Aussi bien pour les maths pures que pour la physique. Et Descartes ne s'arrête pas là. Il s'intéresse aussi à l'optique, n'est-ce pas? Tout à fait. Il me semble même qu'il a étudié le fonctionnement de la lumière. Oui, il se penche sur la réfraction de la lumière. La façon dont la lumière traverse le cristallin, il dissèque des yeux d'animaux pour comprendre l'anatomie de l'œil. Comment les images se forment sur la rétine. Descartes, le philosophe, en train de disséquer des yeux. C'est une image qui surprend. Oui, c'est vrai. On n'y l'imagine pas forcément comme ça, mais ça montre bien sa curiosité. Son envie d'explorer tous les domaines du savoir. Pour lui, il n'y a pas de frontière étanche entre la philosophie, les maths, la physique, la biologie. Et en optique, il a aussi proposé des théories sur la formation des arcs-en-ciel. C'est bien ça. Oui, il explique le phénomène par la réfraction et la réflexion de la lumière à travers les gouttes d'eau. D'accord. Il va même jusqu'à réaliser des expériences en laboratoire, avec des sphères en verre remplies d'eau, pour reproduire le phénomène artificiellement. Descartes, l'homme d'expérience. On l'imagine souvent enfermé dans son cabinet de travail, plongé dans ses réflexions. Mais il n'hésite pas à mettre les mains à la pâte. Exactement. Pour lui, la théorie et l'expérience, ça doit aller de pair. L'observation, l'expérimentation, c'est essentiel pour valider ou invalider les hypothèses. On est loin du philosophe dogmatique, enfermé dans ses certitudes. Et en physique, quelles sont ses contributions? On a évoqué sa vision mécaniste de l'univers. Est-ce qu'il a formulé des lois physiques précises? Oui, il propose 3 lois du mouvement, qui sont des précurseurs des lois de Newton. Ah oui, Newton, le grand physicien anglais. Exactement. Descartes formule notamment le principe d'inertie. Un corps au repos reste au repos et un corps en mouvement continue en ligne droite à vitesse constante, sauf si une force extérieure agit sur lui. Un principe fondamental de la physique. C'est fou de penser qu'il avait déjà compris ça au XVI siècle. Oui, c'est une rupture avec la physique d'Aristote qui dominait à l'époque. Descartes comprend que le mouvement est un état et non pas un processus. D'accord. Il n'y a pas besoin d'une force constante pour maintenir un corps en mouvement. Fascinant. Et ces 2 autres lois du mouvement. La deuxième loi stipule que tout changement de mouvement est proportionnel à la force qui lui est appliquée. Et la troisième, c'est le fameux principe d'action et de réaction. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Des principes qui ont vraiment révolutionné la physique. Absolument. Et Descartes, il s'est intéressé à d'autres domaines scientifiques. Oui, bien sûr. N'oublions pas sa contribution à la cosmologie. Descartes développe une théorie sur la formation de l'univers basée sur l'idée de tourbillon de matière. Une théorie qui n'a pas vraiment résisté à l'épreuve du temps, il me semble. Non, en effet. Mais c'est une tentative intéressante pour expliquer la formation du système solaire, des planètes. On sent chez Descartes cette volonté d'expliquer le monde, de comprendre son fonctionnement, des plus petites particules aux plus grands astres. On perçoit vraiment l'audace et la créativité de Descartes dans tous ces domaines scientifiques. C'était un esprit curieux, toujours à explorer de nouvelles idées. Oui, et c'est ce qui fait de lui un personnage si important dans l'histoire des sciences. Il a contribué à l'émergence d'une nouvelle façon de penser, plus rationnelle, plus expérimentale. Et même si certaines de ses théories ont été remises en cause par la suite, son influence est indéniable. Il faut dire qu'à l'époque de Descartes, la science était encore en pleine construction. Oui, c'est vrai. On était loin de la spécialisation et de la professionnalisation de la recherche scientifique qu'on connaît aujourd'hui. Oui, Descartes était un des derniers grands savants universels. Il pouvait jongler entre les mathématiques, la physique, l'optique, la physiologie. C'est cette polyvalence, cette vision globale, qui lui a permis d'avoir un impact aussi profond sur le développement des sciences. Bon, on arrive au bout de notre deep dive dans l'univers cartésien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand philosophe et scientifique? Je dirais que Descartes nous a légué une méthode, une façon de penser qui a révolutionné la philosophie et les sciences. Il a mis l'accent sur la raison, le doute méthodique, la recherche de la vérité. Des principes qui ont inspiré des générations de penseurs et de chercheurs. Exactement.
Et son dualisme corps-esprit, même s'il est controversé, a ouvert un débat essentiel sur la nature de l'être humain, le rapport entre l'esprit et la matière. Un débat qui n'est pas clos aujourd'hui et qui continue de nous interroger. C'est vrai que Descartes nous laisse un héritage complexe, à la fois fascinant et problématique. Il nous a donné des outils pour penser, mais il nous a aussi laissé des questions sans réponse. Oui, et c'est ce qui fait la grandeur de son œuvre. Descartes nous pousse à réfléchir, à douter, à chercher. Il nous invite à nous contenter des idées reçues, à toujours aller plus loin dans la quête de la vérité. Un héritage précieux qui nous rappelle que la philosophie et les sciences sont des aventures sans fin, toujours en mouvement, toujours en questionnement. Merci de nous avoir guidés dans cet univers passionnant. Merci à vous, R. Et bientôt pour un nouveau Deep Dive.